Reporté une première fois pour avoir coïncidé avec les marches à l'appel du parti au pouvoir, les rassemblements lancés par l'opposition au Togo ont pu se dérouler mercredi et jeudi dans une dizaine de villes à travers tout le pays. Et dans le calme et à la vue des images parvenues à la rédaction de SICA, c'est une nouvelle franche réussite pour la coalition de 5 partis CAP 2015, le groupe des 6 et le Parti national panafricain PNP, rejoints par plusieurs partis mineurs. Amnesty International estime à 100 000 le nombre de Togolais sortis rien que dans Lomé, la capitale. 1 million plus tôt pour le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, qui a balancé devant la foule des slogans hostiles au régime de Faure Singbe. Et pourtant, la veille, le gouvernement avait annoncé une réforme constitutionnelle concernant la limitation des mandats et le mode de scrutin, revendication majeure des opposants. Mais à l'évidence, cela n'aura pas suffi. Togo, marée humaine à l'appel de l'opposition, l'avant-projet pris en Conseil des ministres, insuffisant. La question sera posée. Ce sera notre débat du jour sur Angle de Vue, votre émission qui permet d'opiner sur l'actualité. À toutes et à tous, merci de nous rester fidèles. Le débat prend place juste après l'intermède. Et sur ce plateau pour opiner sur la question, d'abord, Kodouya Metonou, bonjour. Bonjour Ernesto, à nous. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Vous êtes journaliste à la rédaction de SICA. Un plaisir de vous retrouver dans la peau du débatteur. Face à vous, Patrick Avampoyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Maintenant, l'opposition qui mobilise plus de monde que jamais à Lomé, ainsi que dans plusieurs villes du pays. Au moins, cette fois-ci, aucun incident majeur n'est à signaler. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut saluer, selon vous? Oui, au-delà de ce que vous estimez, s'il faut saluer ou pas, il faut quand même reconnaître le travail qui a été fait en amont. Les chefs de file de l'opposition en question, surtout le jeune parti naissant, il est allé voir les policiers pour leur dire « nous luttons pour la même cause ». Si vous estimez en tant qu'homme en uniforme que le pays va bien, eh bien nous sommes à vos côtés. Mais si vous nous voyez à la tête des foules, sachez que nous plaidons pour le bien-être de tous, et y compris vous aussi. Donc si désormais les forces de l'ordre se sentent impliquées dans une cause noble, qui est la cause du peuple, qui est la cause du bien-être, qui est la cause des réformes institutionnelles, eh bien il n'y a pas de raison à ce qu'elles chargent des populations qui pacifiquement sont en train de marcher parce qu'ils n'ont pas brandi d'armes, ils n'ont pas de gourdins, ils n'ont pas de manchettes, ils ne font que crier avec des pancartes et je ne vois pas les raisons pour lesquelles la police peut les charger avec de l'eau pimentée ou des gaz lacrymogènes. Donc ce que vous avez constaté en termes d'accalmie, c'est bien sûr une volonté manifeste du peuple togolais d'obtenir des changements, d'obtenir des réformes et s'il en va même de la sécurité, c'est à saluer. Voilà, coach Pouillon, est-ce que ce n'est quand même pas la preuve que les revendications peuvent se faire sans que le sang ne soit versé? Ah voilà, et je crois que nous avons fait utile la dernière fois dans cette émission, sans oublier que le matin, j'ai envoyé aussi un message sur les réseaux sociaux pour dire que je souhaite que le combat continue, mais dans la paix, sans violence, sans agressivité. J'ai écouté Kodouya Metonou qui, selon lui, c'est l'opposition qui aurait empêché que les gaz lacrymogènes ne circulent. Et non, l'État a fait en sorte, c'est la première fois l'État a été surpris par la tentative de marcher vers des institutions, de marcher sur des axes qui ne sont pas autorisés, et le gouvernement a fait rayer la sécurité. Je voudrais rappeler que le général de Gaulle a l'habitude de dire que si le peuple aime ton ministre de l'Intérieur, c'est que tu es en insécurité. Le ministre de l'Intérieur n'est pas là pour discuter, il n'est pas là pour qu'on vienne lui expliquer qu'on défend le peuple ou pas, il est là pour faire rayer de l'ordre. Et tant que la marche se fait dans le respect des textes du pays, il n'y aura pas violence. L'opposition qui arrive à mobiliser autant, est-ce que ce n'est quand même pas la preuve qu'il y a un malaise qui est ambiant, qui est palpable? Non, mais vous savez, c'est vrai que les acteurs politiques sont toujours au devant des scènes. Mais vous allez remarquer que dans le contexte togolais, c'est beaucoup plus un problème d'ordre national. Le peuple en a marre de 50 années de règne d'une même famille. Ils appellent ça la dynastie Adema. Et aujourd'hui, c'est vrai, le mouvement doit être porté puisque c'est un combat politique par des acteurs politiques. Mais vous verrez que dans cette frange de la population, tout le monde ne parle pas le même langage. Il y a des jeunes qui disent « nous avons des diplômes, mais on ne travaille pas ». Il y a des femmes qui estiment que les conditions du marché ne sont pas ce qu'elles souhaitent.
Et il y a d'autres franges qui disent nous voulons qu'il y ait des réformes au niveau institutionnel et au niveau politique. À partir de cet instant, chacun a quelque chose à reprocher au régime en place et donc à la décennie, aux multiples décennies que les Yadema auraient déjà passé à la tête de ce pays. Et ça voudra donc simplement dire que c'est un mouvement d'ensemble qui a pris et les acteurs politiques s'en sont servis parce qu'aujourd'hui, ils ont compris que le peuple était, du moins à leur écoute, ou actuellement les accompagne beaucoup plus dans leur élan et ils en profitent pour demander au régime d'aller plus dans les actes que dans les propos parce que ce n'est pas aujourd'hui que ces revendications aujourd'hui brandies sont mises sur la table. Mais le gouvernement va faire fi de tout ça. Même pour modifier la Constitution, les opposants avaient refusé. Mais le régime a fait fi de toutes leurs revendications et a modifié sa Constitution. Et on en est là aujourd'hui. Donc si le peuple accompagne le mouvement, ce n'est pas parce que les acteurs politiques sont plus aujourd'hui aimés, c'est parce que le peuple en a marre. Et donc c'est l'expression même de la frustration de la population que vous remarquez aujourd'hui à travers les foules dans les villes, les grandes villes du Togo, pour ne pas dire Lomé. Les militants de l'opposition ont brandi des pancartes et crié des slogans hostiles au régime du président Faure Gnassingbé. Avec votre permission, messieurs, nous allons suivre l'ambiance qui a prévalu. C'était ce mercredi dans les rues de Lomé, la capitale du Togo. Suivons plutôt. Le torchon brûle au Togo. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles ont été prévues dans l'accord politique global signé entre les acteurs politiques togolais. C'était au lendemain de la succession contestée de Faure Gnassingbé, au cours de laquelle au moins 500 morts ont été enregistrés en 2005. La tension est montée d'un cran depuis le 19 août, pendant qu'une petite formation, le Parti national panafricain, a organisé des manifestations dans 5 villes du Togo pour exiger le retour à la Constitution de 1992. Une manifestation violemment réprimée à Sokodé, au centre du pays, et qui a fait 2 morts. C'est alors que les leaders des 13 partis de l'opposition ont appelé à des mobilisations. Nous irons jusqu'au bout. Nous allons faire partir M. Faure Gnassingbé par la mobilisation populaire. Et donc, c'est à cela que nous nous attelons. Et je suis persuadé que si le mouvement va grandissant comme nous l'espérons, il va être obligé d'abdiquer. Demain, je crois que la forteresse va tomber. Oui, je l'espère, parce que vous avez vu tout ce monde. Et ça se passe à Mango, à Dapaon, à Kara, à Bafilo, à Sokoré, à Tchambaya, à l'extérieur du pays. Cette mobilisation ne peut pas aboutir à un résultat zéro, non. Et comme on a voulu discuter pour obtenir peu et qu'ils n'ont pas voulu nous donner peu, nous exigeons le tout aujourd'hui. C'est leur faute. Face à ce chaos, le gouvernement réuni en Conseil des ministres extraordinaire cette semaine a adopté un avant-projet de loi. Celui-ci vise à modifier la Constitution pour répondre aux exigences de l'opposition. Une tentative de décrispation de la situation politique de plus en plus tendue dans le pays. Le mandat présidentiel sera limité à 2 et un deuxième tour est prévu dans le nouveau projet de loi. Les ardeurs ne sont pas calmées malgré cette annonce. Patrick Armand-Pouillon, votre réaction à cet élément? Déjà, je voudrais dire que l'opposition a réussi un coup en sortant massivement la population dans la rue. Je crois que c'est légitime. Mais vous savez pourquoi il n'y a pas de réforme au Togo? Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de réforme au Togo. Parce qu'on fait croire que le régime ne veut pas faire de réformes. Mais chaque fois que le régime a voulu faire des réformes, l'opposition demande beaucoup plus. Alors qu'ils ne sont pas en position de force. J'ai écouté tout à l'heure quand je viens à Méthode où j'ai très bien apprécié son analyse. Tout le monde n'est pas sorti dans la rue pour les réformes politiques. Il y a des gens qui sont sortis de la rue parce qu'ils ont besoin d'emploi. Il y a des gens qui sont sortis dans la rue pour ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opposition confond toujours... C'est-à-dire qu'ils ne prennent jamais ce qu'on donne. Vous voyez là maintenant, on donne 2 mandats avec un deuxième tour et ils disent on ne veut pas ça, on veut la démission du chef de l'État. Voilà l'erreur. Et les images sont en train de faire croire qu'ils ont la situation au Togo. Je vous dis, ce n'est pas vrai. 100 000 personnes ne font pas. Regardez la population du Togo. C'est vrai que la presse internationale, notamment les presses françaises et autres, ont médiatisé ça. Et je voudrais expliquer aux gens pourquoi c'est autant médiatisé. Lorsqu'en 1963, je crois 63,
Sylvanus Olympio a été tué. Il a été tué pourquoi? Parce qu'il voulait rentrer dans des accords avec l'Allemagne et autres. Nous sommes dans le même schéma aussi, mené aujourd'hui par qui? Par le fils de Sylvanus Olympio, que l'opposition a perdu. Le chef de file de l'opposition a été perdu par l'opposition et a rejoint la mouvance. Parce qu'on ne dit pas tout à la population. Nous sommes dans un schéma aujourd'hui où si l'opposition fait encore comme d'habitude, en refusant encore d'accepter les réformes politiques telles qu'accordées et en exigeant une démission, je ne sais pas sur quoi ça va se baser, cette démission, ils vont laisser le vent passer encore une fois. Et quand le vent passe, on va reprocher encore au gouvernement de ne pas faire les réformes politiques, mais ils ne sont pas bêtes. Si le vent est passé, le vent est passé. Donc moi, je pense que l'opposition gagnerait à aller prendre ça là d'abord. Et après, peut revendiquer autre chose. Mais comme d'habitude, ils vont rester dans la rue et dire jusqu'à la marche va commencer par s'effriter, s'effriter, s'effriter. Et après, on va dire le gouvernement ne veut pas faire de réformes. Moi, je pense que l'opposition a besoin de gagner en sagesse. Et puis, quand on dit gouvernance en Afrique, les amis, dites-moi, vous voyez cette opposition capable de former un gouvernement? Vous voyez cette opposition capable de gouverner l'État? Non, il faut que l'opposition même s'organise. Le pouvoir d'État, on se prépare à le prendre et on doit le prendre méthodiquement et non dans la rue. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec le coach dans l'ensemble, de façon générale. Mais il y a des spécificités. Coach, vous savez, lorsque vous estimez qu'on accorde des réformes, non, ça ne peut pas être le cas. Puisque tout le monde aspire au bien-être de la population. Ça voudra dire que c'est des négociations qui vont conduire à l'obtention des réformes. On ne peut pas accorder, c'est à croire que le régime en place a des faveurs à faire à l'opposition ou à la classe politique ou à la population togolaise. Ça ne peut pas être comme ça. En temps normal, on doit aller à la table de négociation et discuter les réformes. Mais les accords issus des violences de 2005 devraient quand même inspirer le pouvoir en place au Togo. Puisqu'il y a eu moi, j'ai participé, par exemple, à ces réunions en tant que journaliste. J'ai couvert ces activités à un moment donné. Mais tout ce que l'opposition avait mis sur la table en ce moment n'avait pas été pris en compte. Et lorsque vous pensez qu'aujourd'hui, on doit accorder des réformes et que l'opposition doit faire des concessions et accepter, je ne suis pas de cet avis-là. Mais l'autre chose, le jusqu'au boutisme dont l'opposition parle aujourd'hui, on va faire tomber le pouvoir de fort. Nous irons jusqu'au bout et on demande peu, puisqu'il ne veut pas le peu, on veut maintenant beaucoup plus. Oui, je crois que c'est de bonne guerre, c'est des propos politiques, à mon avis. Ils n'iront pas jusqu'à sacrifier des vies. À partir de cet instant, je crois que le pouvoir en place au Togo a compris. Si déjà en Conseil des ministres, on annonce des réformes, qu'est-ce que ça coûte alors au pouvoir d'initier peut-être une petite rencontre nationale, inviter donc ces différents acteurs politiques autour de la table et discuter de ce qui est fondamental pour le bien-être de la population togolaise. Moi, je crois que au sein de l'opposition, et même de la mouvance aujourd'hui en place, il y a de bonnes têtes pour diriger le Togo. Donc lorsque vous vous interrogez si au sein de cette opposition aujourd'hui, il y a des acteurs pour prendre, organiser autrement la politique de gouvernance, si on peut avoir une équipe dirigeante, oui, il y en a. Même au sein de l'exécutif actuel, on peut piocher des gens, étoffer l'équipe de l'opposition et mettre le Togo sur le rail. Si tant est que le président Faure incarne l'aspiration de tout le monde, au sorti de cette rencontre que je souhaite vivement, eh bien, on peut le placer encore à la tête du pays. Mais qui prennent, en tout cas, qui ne continuent pas à adopter la politique actuelle et pensent qu'il fait des concessions à l'opposition, je crois que ça n'augure de rien de bon. Voilà, votre avis est clair. La limitation du mandat présidentiel et le scrutin à 2 tours sont où étaient les demandes de l'opposition, mais dans le discours tenu ce mercredi, notamment, on a senti plutôt qu'on appelait le président à la démission. Est-ce un changement de cap, Patrick Armand-Pouillon? Si oui, pourquoi? Oui, parce que l'opposition ne connaît pas ce qu'on appelle le retournement des situations, le renversement des situations, des rapports de force. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils ont des rapports de force favorables, ils demandent l'impossible. Et ils sont dans l'impossible jusqu'à les rapports de force changent. C'est ça le problème aujourd'hui. Et ça, si on ne leur dit pas aujourd'hui, ils vont encore rater cette opportunité. Maintenant, je voulais dire, quand je viens avec nous, en politique, c'est des rapports de force qui parlent. Ce n'est pas coûte que coûte, il faut négocier. Non, si vous n'êtes pas en position de force, vous ne pouvez pas négocier. Aujourd'hui, la situation créée
par les marches la dernière fois, les marches qui ont été réprimées, a créé un tollé international favorable à l'opposition. Si l'opposition ne profite pas de ça pour discuter et faire encore la politique de la chaise vide en exigeant une démission que je ne sais pas sur quoi ça va se baser, à partir de cet instant, le vent va tourner. Je vais vous rappeler la mémoire. Lorsqu'il y a eu la chute de Blaise Compaoré au Burkina, le président Faure, ses députés étaient en train d'aller en congé. Mais dès qu'il y a eu la chute de Blaise Compaoré, il a rappelé ses députés, il a rappelé la commission en charge des réformes politiques pour faire les réformes politiques. L'opposition dit, on ne veut pas ça, on veut la démission. Résultat, on est en train de discuter démission jusqu'à le vent est passé. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Je dis, il faut que l'opposition devienne responsable au Togo et comprenne que c'est en négociant, c'est en discutant qu'on fait des pas pour aller vers l'alternance. Mais si aujourd'hui on pense que l'autre va disparaître et on va prendre la place, et même les réformes exigées par l'opposition, ils se sont piégés encore une fois. Parce que ces réformes permettent à force de faire encore 14 ans au pouvoir. Les réformes demandées par l'opposition. Les réformes... Non, justement, entre autres, lorsque... Je parle de l'accord de 2015. L'accord de 2015 permet que le président Faure termine le mandat actuel et fasse encore 2 mandats. Ce que permet cet accord. Donc aujourd'hui, tout ça est remis en cause. Parce qu'il demande aujourd'hui, par exemple... C'est pour ça qu'il est difficile de discuter avec une opposition qui, de la dernière marche à aujourd'hui, a tenu 3 discours. Le premier discours lors de la dernière marche, c'était revenir aux accords de 2015. Le deuxième discours n'était plus ça. Le troisième que nous venons d'entendre, c'est la démission du chef de l'État. Comment le peuple même peut suivre lorsque le discours change d'une semaine à l'autre? Voilà le problème du Togo. Et je pense que la communauté internationale qui est en train de porter flanc à ça, au lieu d'aller jouer la médiation pour trouver les accords nécessaires qui vont permettre de sortir le Togo, sont en train d'encourager l'insurrection, sont en train d'encourager le désordre dans nos pays. Moi, je pense que, oui, coach, vous avez raison en partie, mais le cas burkinabé que vous avez cité, ça montre effectivement que le pouvoir en place au Togo aujourd'hui n'a pas forcément, en tout cas, la force de son côté telle que vous l'exprimez. Le peuple a aussi une force. Et à partir de cet instant, le pouvoir... On parle du Togo, hein. Oui, mais on parle du Burkina Faso, on parle le passé. Oui, mais on parle du Togo. Et on compare le Togo au Burkina. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte, personne ne pouvait présager de cela. Donc ça peut arriver dans n'importe quel pays, même le plus pacifique possible du monde. À partir de cet instant, tous les acteurs politiques gagneraient à pouvoir ramener la balle à terre, que vous soyez le pouvoir en place ou que vous soyez l'opposition. Mais d'accord, vous estimez que l'opposition évolue de discours en discours et qui n'est pas constant, ou du moins ce n'est pas constant dans ses exigences, oui. Mais au fur et à mesure que l'actualité politique évolue dans le pays, il y a d'autres nouvelles exigences qui se créent. Les étudiants étaient là tout dernièrement bastonnés sur le campus. Juste parce qu'il n'y avait pas... Oui, revendiquer, c'est une des choses. Mais à partir de cet instant, les libertés entrent en jeu dans la négociation. C'est autant de paramètres qu'il faut considérer. Moi, je pense que l'opposition togolaise est toujours sur la bonne voie à travers ces négociations, ces revendications. Il revient donc au pouvoir de Gnassingbé, installé depuis 50 ans, de faire des concessions à son niveau. Il ne revient plus aujourd'hui à l'opposition de faire des concessions. C'est le pouvoir qui doit répertorier tout ce que l'opposition lui demande depuis 2015, depuis 2005, au décès du président. Gnassingbé perd pour savoir véritablement qu'est-ce qu'il faut mettre finalement dans la balance et pour le bien du peuple. Pas pour ses opposants, la plupart d'ailleurs ils sont fatigués. Ils sont fatigués, la plupart des opposants togolais. Donc la jeunesse qui aujourd'hui va prendre la relève, avec le président du PNP par exemple, il faut pouvoir négocier avec lui et faire des concessions pour savoir véritablement qu'est-ce qu'il faut donner à cette population qui se dit fatiguée de ma gouvernance. Est-ce que je dois continuer par diriger ce pays? Ou si ce n'est pas le cas, je me mets à quel côté ou pour pouvoir accompagner. Donc si ce n'est pas le cas, on estime que nous avons la force publique, nous avons la force institutionnelle, nous avons la force militaire. Non, attention, le peuple aussi constitue une force. On ne peut pas exterminer tout le monde. On finira par diriger qui? Olivier Bentonou, je reste avec vous. Que fait-on du Conseil des ministres de mardi dernier qui a pris un avant-projet de loi pour scruter à 2 tours et la limitation du mandat présidentiel? On a l'impression aujourd'hui que l'opposition veut plus que ça, alors qu'on sait que même déjà la matérialisation de ces 2 demandes-là, de ces 2 points-là... Vous savez, ça a été dit quoi? Un avant-projet. Ça voudra dire que c'est un projet... On ne sait pas quand est-ce que ça va devenir un projet que le gouvernement va mettre
ça c'est des propos. À l'Assemblée. Des propos aux actes, il y a quand même un fossé. Alors ça va être introduit à l'Assemblée nationale, et vous savez qu'il y a aussi une majorité là-bas qui doit prendre en compte et exprimer son vote à la fin. Mais si l'Assemblée rejetait, vous allez dire quoi? C'est ça aussi le problème. L'opposition reste vigilante et elle continue par exiger à ce que tout ça là se matérialise. Moi je pense que si déjà ce soir, déjà le président Faure prend avec son ministre, son gouvernement, un décret pour introduire par exemple ce projet à l'Assemblée nationale, je crois que ça va rassurer davantage l'opposition. Et si les députés de UNIR commencent pas à travailler d'arrache-pied sur ce projet, d'abord sa recevabilité et puis son vote et son adoption, je crois que ça déjà peut commencer par dédouaner le gouvernement vis-à-vis des exigences de l'opposition. Mais si ce n'est pas le cas, et on ne continue pas à croire que nous sommes dans des négociations, d'abord au niveau du gouvernement, on fait des avant-projets, on va introduire, puis on parle du climat du paix pour le bien-être de la population. Mais ça fait 50 ans que le peuple togolais souffre. Non, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut réfléchir à ça. On sait ça. Non, mais je crois que l'opposition l'a dit, les gens sont en train de s'amuser. Ils ont affaire à un gouvernement qui ne respecte pas ses engagements. Et si aujourd'hui, ils ont la possibilité de lui demander beaucoup plus, qu'elle continue, mais que cela se passe de façon pacifique. Nous prenons tous la paix, aussi bien le gouvernement que l'opposition, qu'il n'y ait pas de perte en vies humaines et que les uns et les autres obtiennent ce qu'ils exigent. Patrick Abompoyon, aujourd'hui, on a quand même l'impression que est-ce que le pouvoir aujourd'hui au Togo n'est pas dans la stratégie politique? Je parle de cet avant-projet qu'on introduit, qu'on annonce juste à la veille de la sortie de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas de la pure stratégie? Parce que on sait que ça ira à l'Assemblée qu'en octobre, et on sait que surtout à l'Assemblée, il faut une majorité du 4/5e pour faire passer des réformes, et qu'aujourd'hui, aucun parti, pas même la majorité au pouvoir, ne peut seul faire passer des réformes à l'Assemblée nationale. Donc, il faut le consensus avec l'opposition en amont, avant toute réforme constitutionnelle. Si était le conseiller stratégique du gouvernement, je ne donnais rien à la veille des élections et de la marche. Pourquoi? En matière de stratégie, ce n'était pas bon. Parce qu'ils ont donné, ils ont demandé plus. En matière de stratégie, il fallait attendre la marche d'abord avant de donner. Parce que si c'était de la stratégie, il faut attendre la marche et donner. Parce que si ça n'avait pas été donné avant la marche, vous n'allez pas entendre démission du chef de l'État. Vous allez entendre réforme politique. Comme on a donné réforme politique, il faut démission. Donc, en termes de stratégie, s'il devait faire de la stratégie, il ne devait pas donner avant la marche. Donc, première chose. Deuxième chose, je vous dis, et au fait, quand je fais ces émissions, c'est vrai que, bon, comme dans certains pays africains, c'est l'opposition qui ne permet pas qu'on ait un point de vue discordant. On m'a bien insulté sur les réseaux sociaux pour avoir tenu des propos qui n'arrangeaient pas l'opposition. Mais je dis, ça, ce que je dis arrange l'opposition. Parce que le débat de la dernière fois a contribué à obtenir les réformes au niveau du gouvernement. Donc, je ne suis pas en train de supporter, il faut continuer dans la politique de surplace et tout ça. Non, je suis en train de dire, si nous ne posons pas les vrais problèmes, nous ne pourrons pas les résoudre. Les vrais problèmes aujourd'hui, c'est quoi? Quand je viens à dit, il faut que les réformes passent. Oui, mais pour que les réformes passent, les députés de l'opposition doivent aller s'asseoir à l'Assemblée nationale pour discuter de ces réformes-là. Parce qu'on dit consensus national, même s'il y a un déséquilibre, comment on appelle, des forces à l'Assemblée nationale, au moins les différents compartiments du pays sont représentés là-bas. Donc, à partir de cet instant, si on refuse d'aller discuter et qu'on dit, le chef d'État doit démissionner, nous devons marcher sur la présidence et tout, dans ces conditions, je vous dis, le gouvernement ne va pas continuer par faire des pas seul et après, il fait un pas, on dit on veut plus, il fait un pas. Quelle est cette stratégie qui va consister à ce que je sois en train de donner des choses à quelqu'un qui veut me tuer? Donc c'est pour dire qu'il faut que l'opposition aussi comprenne que le régime ne peut pas se sentir, comment on appelle, acculé et accorder des choses là. Et n'oubliez pas une chose, on dit oui, ils n'ont pas, le peuple peut sortir, le peuple peut s'opposer à l'armée, tout ça, mais si vous mettez, on dit quand vous pourchassez le voleur, donnez-lui toujours la possibilité de fuir. Parce que quand il n'a plus la possibilité de fuir, il se retourne contre vous et c'est vous qui êtes en danger. Donc je dis, nous sommes tous en train de dire et de vouloir la même chose, mais il faut dire à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'opposition togolaise a besoin de devenir plus responsable. Olivier Ameitonou, votre avis par rapport
au discours de Tiki Achadam, leader du PNP, qui dit « S'ils ne sortent pas, ce sera le peuple qui entrera dans la maison ». C'est un appel à peine voilé à l'insurrection. Est-ce que c'est un discours approprié pour le schéma togolais actuel? Je ne crois pas que ce soit le discours approprié. Je l'ai dit dès le début, parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait de bain de sang, parce qu'au-delà de tout, moi, je suis togolais. Ma maman est togolaise, mon papa est béninois, donc je suis à la fois togolais et je suis béninois. À partir de cet instant, je ne veux qu'il y ait de violence, de bain de sang, ni au Togo, ni au Bénin. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'opposition gagnerait à davantage pacifier ces manifestations et également le pouvoir ferait ses concessions, surtout que les policiers ont bien compris, ils n'ont pas gazé tout dernièrement, donc c'est déjà bon. Ce discours de jusqu'au boutiste, oui, c'est pas ce qui est attendu de tout le monde. Nous avons vu les effets déjà du 19 août quand le PNP a marché pour la première fois. C'est un jeune, il est fraîchement entré en politique, il a des ralliements, c'est bon, mais qu'il canalise davantage ses énergies et qu'il appelle ses militants au respect de tout ce qui est institution. Marcher sur la présidence, c'est à croire que si demain lui-même il est là et que fort et ses ministres aujourd'hui, ses députés aujourd'hui se constituent en opposition, ils peuvent aussi venir à la présidence le déloger. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Ce qui est là, c'est que le Togo a déjà opté pour le principe de la démocratie qui voudrait que, au terme de votre mandat, vous passez le témoin à quelqu'un. Si le peuple togolais porte un jour son choix sur lui, il deviendra président, il va se loger à la présidence. Mais de là, à revenir à vos propos tout à l'heure, surtout le coach, vous savez, le gouvernement est dans du dilatoire. Nous sommes en septembre, on va introduire un projet en octobre. Ça va prendre combien de temps pour être étudié à l'Assemblée nationale? On joue sur le calendrier. On joue sur le calendrier. Comme vous l'avez dit, le mouvement va commencer par s'effriter au fur et à mesure. Il y aura des défections parce que chacun doit aller vaquer à ses activités. Les étudiants vont aller au cours, les élèves vont partir, les commerçants vont partir. Et finalement, il ne restera que ces acteurs politiques qui seront toujours là à tourner autour et finalement ça ne donnera rien. C'est pourquoi aujourd'hui l'opposition, s'estimant dans une position de relative force, veut coûte que coûte obtenir ce qui lui revient de droit. Moi je pense que plutôt que de croire qu'il faille accepter dans un premier temps ce qui est en train d'être concédé et non accordé, eh bien il faut qu'ils exigent au maximum ce qu'il faut pour la population. Et là, je ne continue pas à dire c'est pour la population, pas pour ces acteurs politiques déjà au soir de leur combat. Jean-Pierre Fabre, vous l'avez dit, il a lutté. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça lutte. Les Agboïbo, ils ont lutté, mais ils sont en train de finir. Donc à partir de cet instant, qu'on lutte pour la jeunesse, qu'on lutte pour le peuple. Et si on dit par exemple un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, mais ça, c'est ce qui fait quand même l'école aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas adopter au Togo? Pourquoi vous ne voulez pas aussi aller au second tour? Pourquoi on veut gagner au premier tour KO forcément? Donc je crois que c'est des débats qui ne méritent même pas d'être faits. Et si aujourd'hui on parle de paix, et que c'est le régime qui parle de paix, et que l'opposition aussi travaille dans ce sens-là, je crois qu'on n'a pas besoin d'introduire cela dans un avant-projet pour introduire à l'Assemblée et faire encore durer le suspense, que le pouvoir concède ce qui est à concéder, et que l'opposition aussi accepte de pacifier les manifestations, ne veut pas de bain de sang, mais que les uns et les autres gagnent ce qui leur revient dans cette lutte. Voilà, le chef de l'État togolais avait appelé mardi soir, on le sait, la population au calme, à la sérénité et à la modération. Est-ce qu'un discours, selon vous, Patrick Amon-Pouillon, qui a porté ses fruits à la vue de cette sortie de l'opposition? Non, comme je vous l'ai dit, en termes de stratégie, il y a des choses que je n'aurais pas conseillé s'il était stratégie du gouvernement, parce que ce discours peut même galvaniser davantage encore certains et tout ça. Moi, je pense fondamentalement que, comme je suis dans la logique de Kodjovi en disant, dans ces conditions, dans les conditions de son développement, l'opposition aurait dû exiger ces réformes-là, mais tout de suite. Parce que là, il pouvait l'obtenir tout de suite. Il pouvait l'obtenir en procédure d'urgence. Il pouvait l'obtenir à ce que... Mais quand on dit démission, je crois que vous faites peur à un régime militaire
quand vous dites démission, vous dites insurrection, vous dites ceci et tout ça, le régime risque de se durcir. Et c'est ça que nous sommes en train de travailler à travers cette émission, à éviter que le régime puisse se durcir. Parce que si le régime est acculé, il va se durcir. Vous allez avoir un remaniement technique où vous allez voir les gars de Yadema revenir aux commandes, ministre de l'Intérieur de Yadema va revenir ministre de l'Intérieur. Et là, les gens verront, c'est ça que nous sommes en train d'éviter à travers cette émission. Faire en sorte que le gouvernement se sente capable de mener les négociations et ne se sente pas acculé pour pouvoir durcir les choses. Et c'est ça. Je crois que le plus important doit être le Togo. Il faut que le plus important soit le Togo et que personne ne se mette au-dessus du Togo. Et si nous sommes dans cette logique, il y a possibilité de discuter, il y a possibilité de dialoguer et je suis convaincu qu'actuellement où nous sommes en train de parler, des délégations de l'Union africaine, de la CEDEAO et autres sont déjà à Lomé en train de prendre des contacts pour trouver les accords nécessaires, la façon de faire nécessaire pour pouvoir faire en sorte que nous puissions sortir de cette situation. Mais je voudrais que l'opposition réclame l'accélération de la procédure et non la démission du chef de l'État. Olivier Metonou, devrait-on se retourner vers les organisations supra comme l'Union africaine, la CEDEAO, pour s'impliquer dans la résolution de ces crises politiques-là? Elles n'ont pas de notoriété, à mon avis. On les a vues un peu partout, elles n'ont pas de notoriété. Lorsque vous êtes Union africaine et vous ne pouvez pas aller dire à un président Nkurunziza qui a maltraité sa population, il faut arrêter, ce n'est pas au Togo que vous irez dicter la loi. Et on sait comment ça se passe. C'est un jeu de chaises. Moi, je pense que les Togolais, autant tous les peuples africains aujourd'hui doivent comprendre, comme le coach l'a dit, que le pays importe. Et si le pays vous préoccupe, si vraiment l'opposition sait par exemple qu'en délogeant aujourd'hui ou en faisant faire de grandes concessions au gouvernement de Faure aujourd'hui, qu'elle va prendre le pays et diriger pour le bien du peuple togolais, elle n'a aucun intérêt à embraser le pays. Et donc on n'a pas besoin de la CEDEAO, encore moins de l'Union africaine, pour venir parler. Et si chaque peuple doit comprendre que l'enjeu, il est plutôt national et que chacun doit pouvoir jouer sa partition, je crois qu'on n'a pas besoin de ces institutions ou organisations africaines, sous-régionales, pour pouvoir donc arriver donc au bout des négociations. Au Togo, je crois qu'il y a déjà eu assez de creusets, de cadres de rencontres où on ne devrait pas assister à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est que d'une part, peut-être que l'opposition n'a pas su saisir en son temps ses chances, ou d'autre part, que le pouvoir aussi ne veut pas faire de concessions. C'est ça qui a amené aujourd'hui à cette situation où on peut parler d'un cas d'extrême. Mais ils trouveront, par leur génie, les voies et moyens pour s'en sortir. De toutes les façons, personne n'a intérêt à ce que ça carbure aussi bien le pouvoir que l'opposition, parce que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire lié par des accords internationaux. Eh bien, si le régime opère des répressions d'une certaine ampleur, mais des aides vont être coupées et ainsi de suite, il y aura des pressions de part et d'autre. Pas forcément de l'Union africaine ni de la CEDEAO, c'est de l'extérieur, ça vient. Donc le régime en place aujourd'hui au Togo n'a pas intérêt à ce qu'il y ait eu des morts. Mais de l'autre côté aussi, l'opposition qui aspire prendre n'a pas intérêt à se salir davantage. Donc à partir de cet instant, chacun joue la carte de crédibilité et il ne revient pas d'attendre quelque chose de la part de l'Union africaine, encore moins de la CEDEAO. En 2005, il y a eu plus de 400 morts pour pouvoir que le président Faure prenne le pouvoir au lendemain du décès de son papa. Mais l'Union africaine a dit quoi? Que c'était bien, les élections se sont bien déroulées. Mais les gens ont encore les images là. Donc vous pouvez constater jusqu'à quel point ces institutions, en réalité, ne sont que des machins à la limite qui cautionnent l'impossible. Moi, je n'attends rien de ces institutions, que ce soit l'Union africaine ou la commission de la CEDEAO. Non, le peuple togolais n'a pas besoin de ça. Patrick, il va s'en sortir. Non, moi, je crois que les institutions peuvent avoir échoué dans certaines situations, mais c'est tout ce que nous avons. Non, pas autre chose. Et au Togo, où l'opposition dénie la légitimité à toute personne pouvant jouer médiateur, les médiateurs ne peuvent venir que d'ailleurs. Et moi, je préfère encore la médiation de l'Union africaine et de la CEDEAO que la médiation de l'Union européenne, dont on connaît lorsqu'ils ont des amitiés. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous comptez sur l'Union européenne pour soutenir l'opposition, ce n'est pas évident, puisque l'homme de l'Union européenne au Togo, c'est
Gilles-Christ Olympio, qui est avec le régime aujourd'hui. Donc, l'Union européenne ne va pas supporter l'opposition. Bref, c'est pour dire que tout ça là, à partir du moment où il y a des gens qui viennent pour parler, il faut les écouter. Il faut saisir la balle au bon. Je crois qu'au Burkina, ils ont fait l'erreur de refuser la médiation de l'Union africaine. Nous avons vu les conséquences par la suite. Ça a donné lieu à une tentative de coup d'État et tout ça. Donc, c'est pour dire que quand quelqu'un vient pour dire « je veux vous écouter tous les deux », ne le minimisez pas, ne le disqualifiez pas. Même s'il avait des mauvaises intentions au départ, dans cette discussion, on peut avoir la lumière. Donc, je crois que la CEDEAO, l'Union africaine, et l'UEMOA, tout ça, sont des institutions bonnes ou mauvaises. Nous travaillons à l'améliorer, mais nous devons accepter que ces institutions puissent nous aider quand, sur le plan national, nous n'avons plus les ressorts nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Oui, coach, je suis d'accord avec vous pour la dernière partie de votre intervention. Mais vous savez, quand vous prenez par exemple, ça fait 50 ans que ça dure au Togo. Et pendant longtemps, l'Union africaine, pour ne pas dire l'OUA, et la CEDEAO étaient quand même là. Le président Gnassingbé Papa a été plusieurs fois président en exercice de la CEDEAO, son fils aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO. Alors, vous avez vu la dernière fois les élections au Kenya, l'Union européenne dont vous parlez, avec ses observateurs, a donné un blanc-seing. Oui, mais c'est toi qui as fait la promotion de l'Union européenne. Moi, j'ai dit, quel que soit celui qui arrive... Je n'ai pas fait la promotion. Je dis, le peuple togolais trouvera en son sein le génie nécessaire pour calmer les ardeurs. Avec l'aide des facilitateurs. Avec l'aide des facilitateurs. Mais ils ont montré la limite. Non. Ils ont montré la limite. Au fait, il y a quelque chose... Patrick Abampoyon, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, le sentiment selon lequel... on est fatigué de la gestion de Gnassingbé n'est pas un sentiment légitime. Non, non, c'est pas parce que mon père était président que je suis disqualifié pour diriger. Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne défends pas ça. C'est pas normal de raisonner comme ça. Le président Faure a déjà fait 10 ans. Non, si nous ne sommes plus légalistes, si nous ne sommes plus républicains, ça c'est autre chose. Parce que on dit... Et en Afrique, il n'y a pas la démocratie. Dans tel pays, il y a la démocratie. Et dès qu'on dit dans ce pays-là, il y a un Premier ministre, Angela Merkel, depuis des années, on dit c'est différent. Non. Moi, je dis, écoutez, soit nous adoptons la démocratie et nous la respectons, ou nous rejetons la démocratie et nous instituons autre chose. Mais si la démocratie dit, je vous dis, moi je le dis et le dis à haute voix, il y a 11 ans de cela, le président Faure n'a pas gagné les élections au Togo. Il y a 6 ans de cela, on ne sait pas qui a gagné. Mais les dernières élections, le président Faure a gagné propre. Ça là, c'est-à-dire que les réalités sont là, il faut les reconnaître. Parce qu'il y a 11 ans, n'oubliez pas que l'opposition avait un poids fort, un homme fort de l'opposition qui était du côté de l'opposition. Vous parlez de Gilles-Christ Olympio. Qui a rejoué aujourd'hui. Les deux protagonistes de l'histoire politique du Togo sont ensemble. Et donc, il faut tenir compte de ces paramètres. Maintenant qu'on parle de l'Union africaine qui n'avait rien fait, écoutez, vous connaissez la susceptibilité aujourd'hui des régimes et même parfois de l'opposition dans certains pays. Dès que vous parlez, vous êtes rejeté, sortez de notre pays. Donc, il faut que ces institutions aussi trouvent les bons moments, les bons timings pour pouvoir agir. Et nous sommes dans un bon timing pour écouter les deux. Étant donné que les deux camps aujourd'hui ne font pas preuve de stratégie. Parce que si c'est stratégie, c'est mauvaise stratégie. Le gouvernement ne devait pas accorder les réformes la veille de la bâche. Ils l'ont fait. Le discours du chef de l'État avant n'est pas bon. Maintenant, l'opposition demande des choses impossibles. Donc nous sommes dans deux stratégies va-t-en-guerre suicidaires. Il faut quelqu'un pour raisonner les deux parties. Et ça, les diplomates, n'importe quel diplomate sait faire ce boulot-là. C'est-à-dire que ça peut se faire. Maintenant, quand on dit au Kenya, ils ont dit les élections sont correctes, mais eux, ils donnent leur avis. Mais il revient aux institutions du pays de faire aussi leur travail. C'est pas parce que... Donc, bref... On a parfois vu ces institutions-là remettre en cause des élections, alors même que toutes les institutions du pays ont reconnu la validité et la légitimité. Je peux avoir un exemple pour me prononcer? L'exemple du Gabon, notamment, où toutes les institutions gabonaises ont reconnu l'élection du président Ali Bongo Ondimba, oui, mais l'Union européenne, à travers sa mission, qui est constituée des amis personnels de Jean-Ping. Voilà de quoi il s'agit. Donc c'est pour dire que nous ne devons pas tout jeter.
mais nous devons analyser. C'est-à-dire que quand les observateurs arrivent, nous devons faire des recherches sur le profil des observateurs, leur histoire, leur parcours, ensuite leur comportement dans le pays. Tout cela nous permet de savoir comment apprécier leurs conclusions. Parce qu'au Kenya, vous savez, Robert Dossou a dit quelque chose de très important. Il y a 5 ans de cela, lorsque le président actuel a gagné, le chef de file de l'opposition a dit... Robert Dossou, vous voulez parler de l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Il a lu la déclaration de l'actuel opposant qui disait « Je ne suis pas d'accord, seulement si je remets en cause la décision de la Cour, de l'instance suprême, ça veut dire que je renonce à la République. Et si nous ne ferons pas ça. » Et aujourd'hui, on se rend compte que le président est incapable de tenir le même discours. Donc vous savez, la démocratie évoluera à son rythme, puisque c'est une histoire fabriquée d'ailleurs qu'on nous a amené. Attendez que nous suivons notre... Mais seulement au Togo, je dis, les deux camps ont besoin de gagner en maturité pour que le Togo puisse gagner. Olivier Betonou, on a l'impression aujourd'hui que le gouvernement a bien envie d'aller aux réformes. En tout cas, si on entend le discours de Gilbert Bahara, ministre de la fonction publique, qui dit « Nous avons constaté qu'il y avait une attente forte au sein de la population ». On est toujours dans la stratégie politique, ou bien, oui, le régime du président Faure Gnassingbé a réellement envie d'aller aux réformes. Votre avis? Vous avez écouté le dernier discours de Classou? Ah non. Rappelez-nous-le. Il estime, puisque l'opposition pense que la loi sera rétroactive. Ça voudra simplement dire que lorsqu'on va adopter le mandat 5 ans, renouvelable une seule fois, cette loi, la rétroactivité voudra donc dire que celui qui a déjà, même en exercice, qui a déjà fait les 2 mandats de 5 ans, doit pouvoir quitter. C'est ce que demande l'opposition. Ça qui se traduit en même temps dans les discours de la marche aujourd'hui où on dit il doit démissionner. Parce que l'opposition estime déjà que un mandat de 5 ans fois 2, là, c'est déjà acquis pour le président Faure et il doit donc déposer tablé parce qu'il a fait déjà 12 ans. Est-ce que selon vous, cette requête-là est légitime? Est-ce qu'on doit appeler le président à démissionner ou bien si on remet les compteurs à zéro, eh bien on remet les compteurs à zéro pour tout le monde? Oui, c'est ça, c'est ce que le gouvernement aurait souhaité. Mais l'opposition aussi est pressée de gagner. Moi, je pense que le gouvernement, si déjà le ministre Gilbert Bahara, que j'apprécie très bien, que je connais d'ailleurs très bien, s'il estime que l'attente est forte et qu'il a des échos, ça veut dire qu'il est au cœur de la population et il entend les bruits. J'ai dit à l'entame de cette émission que tout le monde ne va pas dans la rue pour réclamer la même chose. Alors, est-ce que l'attente du bas peuple est plus grande que ce que la classe politique demande? Si c'est le cas, que fait le régime de Faure pour combler cette frange de la population? Mais si c'est la classe politique qui importe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui concède véritablement? Je ne parle pas d'accorder. Qu'est-ce qu'on lui concède? Si ces 2 paramètres sont évalués par le régime aujourd'hui en place au Togo et il pense que je dois pouvoir opérer des changements, à quel niveau il doit pouvoir le faire? Parce qu'il lui-même il parle de paix et du bien-être de la population. Alors c'est à quel niveau ça se situe? Est-ce la réforme au niveau institutionnel ou bien les réformes au niveau de la fonction publique, par exemple, pour que tout le monde, tous les jeunes qui ont leur diplôme puissent travailler, ou bien améliorer les conditions pour que les entreprises puissent véritablement s'émerger dans le pays? C'est ça aussi qu'il faut voir. Maintenant, si c'est au niveau politique que ça s'arrête, alors le régime gagnerait alors à introduire le plus tôt possible à l'Assemblée nationale son projet de loi, qui doit passer d'ailleurs du projet de loi pour devenir loi, introduit à l'Assemblée nationale pour pouvoir vite sortir et qu'on donne à l'opposition ce qu'elle demande. Et ce qu'elle demande, c'est qu'il y ait un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et que cette loi soit rétroactive. Est-ce que le pouvoir au Togo aujourd'hui est prêt à accepter cette rétroactivité d'une telle loi de la part de l'opposition pour que le président lui cède, en tout cas de façon, je ne sais pas si c'est légal cette fois, à partir de cet instant où c'est une loi qui vient d'être votée et qui serait donc rétroactive. Je ne crois pas que ce soit la volonté du pouvoir en place de donner aussi facilement comme ça le pouvoir. Donc, c'est un point sur lequel il y aura beaucoup de tiraillements. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le pouvoir joue la carte du temps. Donc, il veut distraire d'abord et profiter donc, mettre en place cette stratégie, discuter avec même, comme le coach l'a dit tout à l'heure, les organismes sous-régionaux ou africaines pour pouvoir, en tout cas, jouer sur les tableaux, apaiser les uns les autres et faire passer donc ce qui lui en tant que gouvernement, trouve de plus ou moins
accessible à l'opposition, donc accordé, comme le coach l'a dit. Mais moi, je pense qu'il faut faire des concessions plutôt. Patrick Amompouyon, rapidement, votre avis. Je voudrais simplement dire que je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que le gouvernement doit travailler sur deux tableaux. Le premier, c'est qu'il y a eu les infrastructures, il y a eu tout ça, mais il faut aussi que l'homme soit mis au cœur du développement. Et donc, il faut des chantiers d'emploi. Moi, le Togo est en train de prendre le Millennium Challenge à compte. Je pense que le Togo doit négocier tout le compact pour l'emploi des jeunes. Au lieu de laisser ça dans l'agriculture comme on veut faire là, qu'on négocie tout le compact pour l'emploi des jeunes. Donc ça, c'est un. Pour l'opposition, on ne peut pas rester sur ce plateau et dire ce que chaque parti doit accorder. Parce que si on le dit, ça fausse les négociations. Il faut donc rentrer en négociation, discuter et qu'il y ait des facilitateurs pour permettre que chacun puisse savoir jusqu'où il ne faut pas aller. Je crois qu'en jouant sur les réformes politiques et une politique d'emploi, je crois que nous allons sauvegarder le Togo et faire en sorte que le Togo reste stable pour les années à venir. Voilà, vous demandez à ce que les lignes puissent bouger et dans le camp du pouvoir et dans le camp de l'opposition pour que le consensus soit trouvé. Messieurs, merci. Kodjovia Metonou, journaliste à la rédaction de SICA. Patrick Amompouyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Merci d'avoir participé à ce plateau-là. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA. Oui.